Yo les amis, le montage a parlé, ce bilan 2021, ce sera donc une émission en 4 parties. On va continuer tout de suite à parler cinéma pour voir ce qui s'est passé cette année dans les salles obscures et sur le petit écran, et puis on enchaînera avec une émission musique, dans laquelle on brassera à nouveau très large pour voir ce qui s'est passé cette année 2021, et puis on finira par parler BD dans une conclusion qui brassera là encore très large, on passera du comics à la BD franco-belge, et on finira même par un détour du côté du 19e siècle avec un illustrateur français. Mais avant tout ça, on continue sur notre lancée, on parle cinéma, et si je me souviens bien, la dernière fois on parlait de... Free Guy. Free Guy, le film que je n'attendais pas de la part de Shawn Levy. Alors Shawn Levy, c'est un metteur en scène assez inégal, capable de faire des nuits au musée, puis capable de faire This Is Where I Left You, que j'ai adoré, qui est une espèce de petite chronique familiale qui s'accapare un peu le meilleur du cinéma d'Edward Burns. C'est vraiment un très bon film, This Is Where I Left You. Si vous l'avez pas vu, plongez, c'est vraiment bien. Shawn Levy, c'est le mec qui a fait Real Steel aussi, qui avait du cœur, c'était un film qui avait du cœur, qui était vraiment bon. Et c'est aussi le réalisateur qui est attaché au remake de Starman de Carpenter, qui est en production. Alors, Free Guy m'a surpris par le côté humain de l'histoire, par le côté, encore une fois, critique de notre société. J'ai trouvé que c'était un bon film, déjà un gros film d'action, il y a plein de scènes d'action, voilà, boum, ça explose partout. Mais derrière, quelque part, ça m'a touché, ça déconne, il y a Ryan Reynolds qui recycle son personnage de Ryan Reynolds, qui recycle systématiquement maintenant dans tous ses films ce personnage de Ryan Reynolds. En fait, il transpose son personnage de Deadpool un peu partout. Mais surprise, ça fonctionne bien dans Free Guy, ça m'a fait vraiment marrer. À la fin, quand il affronte son double bodybuildé, c'est juste une barre de rire. Et vraiment, j'ai adoré Free Guy, j'ai trouvé que c'était très bon. Alors, il y en a plein qui disent ouais, c'est l'adaptation de GTA, machin, adaptation non officielle de GTA. Je suis pas du tout d'accord, inutile de vous le dire. Pour moi, l'adaptation de GTA, elle a déjà eu lieu, hein. Elle s'appelle Hypertension, c'est les films avec Jason Statham, où le mec, pour continuer de faire battre son cœur, il doit faire monter son adrénaline, s'envoyer des décharges électriques, il pique des bagnoles, il flingue tout le monde. Voilà, l'adaptation de GTA, elle est là. Mais Free Guy, c'est quand même un excellent film, et je vous le conseille, si vous êtes passé à côté, franchement, plongez. Cette année dans les salles aussi, Fast and Furious 9, on est déjà au 9e, de Justin Lin, qui m'offre juste une petite réflexion. Qu'est-ce qu'on peut dire de Fast and Furious? Rien du tout, je vous rassure. Une chose quand même, c'est qu'on voit à quel point aujourd'hui un réalisateur, c'est important. Vous allez dire, bah oui, bien sûr que c'est important, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors un réalisateur c'est important dans des petites péloches, un réalisateur c'est important dans des gros films d'auteur, mais un réalisateur c'est aussi important aux commandes d'un blockbuster. C'est pas juste un mec qui vient poser son nom et puis superviser les compagnies qui s'occupent des effets infographiques, et ça se voit avec les Fast and Furious, parce que Justin Lin il est arrivé sur une série qui était en perte de vitesse, on va quand même se le dire, hein, parce que Fast and Furious 1, et puis dans le 2 il n'y a plus Vin Diesel, puis dans le 3 il n'y a plus personne, et lui il arrive là. Donc il fait un Fast and Furious Tokyo Drift, qui est longtemps resté mon préféré, c'est-à-dire que je le trouvais meilleur que le 2, je le trouve meilleur que le 4, il y a plus de séquences de bagnole, enfin, dans un Fast and Furious, on mettait la voiture à l'honneur, et je trouve que Justin Lin est un vrai bon réalisateur. Fast and Furious 5, c'est juste que j'ai vu de mieux en termes d'action ces 10 dernières années, hein, la poursuite à la fin, avec... cette voiture qui emporte derrière elle un coffre, c'est juste complètement dingue, ces voitures qui s'envolent. Aujourd'hui, ça a été repris partout, mais c'est ça l'apanage de ces films qui arrivent et qui secouent un peu le cocotier en matière de films d'action. Fast and Furious, le 5 a tout secoué, a tout fait exploser, et du coup, aujourd'hui, on revoit ces plans un peu partout. Mais il y a quand même des plans complètement iconiques qui ont été inventés par Justin Lin, et franchement, on voit qu'il était parti pour le chapitre 8, parce que le chapitre 8, je le trouve vraiment dégueulasse. J'avais eu une discussion avec un de mes collègues qui me disait « Ouais, je comprends pas qu'on puisse dire que le chapitre 8 de la saga Fast and Furious c'est pas bon, comment vous pouvez pas vous rendre compte que ça n'a jamais été bon ?» Et ben je suis tout à fait en désaccord avec lui, parce qu'on voit la différence. Si on peut pas voir, je pense, la différence entre un Fast and Furious 7 et le 8e, qui dégueule d'infographie, qui est vraiment pas bon, les séquences sont mal filmées, c'est mal cuté, c'est too much, le sous-marin à la fin, c'est pas un bon Fast and Furious. En plus aujourd'hui, Vin Diesel il fait plus rien, Vin Diesel c'est un petit peu le Steven Seagal de notre époque, hein. Je veux dire, il reste dans sa caravane, on le fait sortir, il va sur fond bleu bouger un peu les bras, et puis il retourne dans sa caravane, hein. Il a une doublure qui se voit à tous les niveaux, je veux dire, il fait le costaud, il est tout pâteau, on n'imagine pas pouvoir se battre comme ça dans les films. J'aime bien Vin, hein, l'ami Vin, je l'aime beaucoup, hein. Riddick c'est lui, j'ai hâte qu'il fasse d'autres Riddick s'il en fait. Enfin, dans la saga Fast and Furious, franchement, c'est plutôt le casting, les seconds rôles qui sont là pour habiller le film. Enfin bon, bref, le Fast and Furious 8, je le trouvais vraiment pas bon, il y a des séquences qui étaient mal pensées, ces voitures téléguidées à distance qui tombent comme ça, c'est vraiment pas beau, visuellement je trouvais ça moche. Et là, le dernier, c'est pas un modèle d'intelligence, on est d'accord, on va pas remporter la Palme d'Or à Cannes avec ce film, mais en même temps, franchement, le Fast and Furious 9 se regarde bien, c'est con, mais c'est marrant, c'est ce qu'on peut demander d'un Fast and Furious. Franchement, j'ai pris du fun, je me suis éclaté.
2-3 séquences comme ça, je vous le concède, hein, le coup de la corde là, avec la voiture qui se balance en pendule, là c'est absolument ridicule, les CGI de la fin ils sont immondes, mais dans l'ensemble le film se tient bien, franchement je me suis dit ouais Justin il a fait ses preuves, il est capable quand même de faire du grand cinéma dans le cahier des charges très lourd des Fast and Furious. Et sinon, quoi d'autre cette année? Nobody. Qu'est-ce que je peux dire sur Nobody que j'ai pas déjà dit dans l'émission sur John Wick? Nobody, c'est une petite péloche, voilà, montée pour des bonnes raisons, envie de donner du plaisir aux spectateurs, c'est très très sympa, il y a une séquence dans le bus que j'adore, qui est très bien foutue. Le film se tient, c'est très chouette, c'est très rythmé, j'aime beaucoup Nobody, après c'est une petite péloche qu'on va voir, comme ci, comme ça. Ceci dit, je l'ai pas oublié 2 heures après la séance, franchement, je serais content de le revoir, je serais content éventuellement de voir une suite à ce film. Donc c'était mon petit plaisir de cinévore, tout comme Army of the Dead, alors la découverte pour le coup sur Netflix, Army of the Dead de Zack Snyder. Pas grand chose à en dire non plus, si ce n'est qu'il faut arrêter quand même de jouer avec la mythologie du zombie, parce que le zombie, ça peut courir plus ou moins vite, mais il y a un moment, ça se comporte pas comme d'autres membres du bestiaire fantastique. Je veux dire, là, on a des danseurs qui sont là en train de faire les chats sauvages, et d'essayer de se reproduire. Bon, je sais, le film a été quand même assez cuté, j'ai l'impression, pas cuté, mais on a évité de montrer les séquences les plus licencieuses, on va dire. Mais ça reste quand même une variation sur le thème du zombie, voilà. Mais j'aime bien cette équipe de braqueurs, le film était sympa. Voilà, après, c'est pas les zombies que j'aime, ils sont presque un peu trop intelligents, je trouve. C'était l'histoire de couple alpha, comme ça, je trouvais que ça fonctionnait pas trop, voilà. Mais Zack a encore des choses à dire, il le dit bien, et il l'a bien exprimé dans son nouveau montage de Justice League. Et ça, je prends 2 minutes pour en parler, parce que Justice League, pour moi, sorti cette année, enfin, ça a réparé l'une de mes plus grandes blessures de cinéphile. Faut savoir que j'ai mal en allant au cinéma voir le premier montage de Joss Whedon. C'est pas que c'était nul, je fais pas partie des gens qui ont détesté ce film, je trouve pas ça absolument abominable ni irregardable, et c'est même justement encore pire pour moi parce que c'est un petit film là où on nous promettait quelque chose de grandiose, heureusement qu'on a eu avec la vision de Zack Snyder. Est-ce qu'il aurait fait le même film à l'époque, Zack? Sincèrement, j'en suis pas sûr, parce qu'il a fait son film, il a été tronçonné, et puis il est revenu avec un peu d'oseille, et puis il a refait un film, donc, mais la vision qui reste aujourd'hui, cette version de 4 heures, je trouve que c'est un monument, je trouve ça très beau. La version de Whedon est achetée aux orties, franchement, elle était quand même sympathique, mais dans le fond, assez dégueulasse. Faut pas se mentir, c'était pas très beau, c'était pas bien monté, la scène d'ouverture avec Batman, je l'aimais pas du tout, enfin, il y avait plein de choses dedans que j'aimais pas. Le combat à la fin, là, personnalisé avec Flash, qui fait des allers-retours avec cette famille, il pousse le camion, c'est ridicule. Et franchement, au cinéma, j'avais mal, comme j'ai eu mal en voyant le dernier Star Wars, par exemple, avec Rey, Finn et compagnie, là, quand je vois ce qu'on a fait de l'Empereur. Ça, c'est des blessures. Pourquoi? Parce que c'est des occasions manquées. Et ça, dans une vie de cinéphile, c'est vraiment le pire. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont faites au cinéma, vous voyez le film et vous dites « Ah, on pourra jamais le refaire, et c'est pourri ». C'est-à-dire que l'histoire, le Star Wars 7, on peut l'excuser, voilà, il a pris la photocopieuse et il a repiqué un nouvel espoir au plan près, voilà, sans intérêt. Il s'est débarrassé d'Harrison Ford, comme ça il arrêtera de critiquer la saga et on lui offre une porte de sortie. Le deuxième, Last Jedi, j'ai vraiment aimé sur sa deuxième partie. La première partie, what the fuck, une poursuite en destroyer à vitesse réduite, et puis les gens qui partent du destroyer pour aller sur une planète casino pour revenir dans le destroyer. Mais qui a écrit le scénario? Heureusement, à la fin d'un coup, on a tout ce que j'étais venu chercher, des scènes complètement dingues, la bataille sur la planète de sel, là. Enfin, la fin, j'ai trouvé ça dingue, le combat avec Luke Skywalker, j'ai trouvé ça complètement dingue. Bref, j'avais beaucoup aimé ce film sur sa seconde partie, et le dernier Star Wars, je l'ai trouvé absolument inepte, une insulte, et dans le genre occasion manquée, faire revenir comme ça Palpatine pour un film aussi naze, je veux dire... C'est ça l'occasion manquée, c'est-à-dire qu'ils ne le referont jamais, ils peuvent pas faire revenir Palpatine maintenant. Donc on a perdu une occasion comme ils l'avaient fait dans Dark Empire en BD, une très très grande BD, où ils faisaient revenir Palpatine, mais vraiment de manière intelligente, c'est très très bien expliqué, ils faisaient revenir les cylindres de clonage, c'était vraiment chouette, et là, on a fait revenir Palpatine, on l'a sorti du chapeau, parce qu'il fallait quand même essayer de refaire revenir les fans de Star Wars dans les salles, ouais, on les a fait revenir à peu près, parce que le film a fait des gros chiffres, mais par rapport à un Star Wars, pas tant que ça, et heureusement, la série est repartie sur de bons rails à la télé, avec Mandalorian, j'aime beaucoup la seconde saison, avec la dernière saison des Clone Wars, qui était absolument dingue, comme toute la série, tout ce que touche Dave Filoni, de toute façon, c'est génial, mais bon, ça, c'est une blessure, et ce genre de blessure, je l'avais eu avec Justice League, en salle, et heureusement, là, Zack a pu donner sa vision, et franchement, il y a quand même plus de cinéma, dans n'importe quel plan
du trailer de Batman contre Superman que dans tout Justice League version Whedon, quoi. Et ce Justice League version Zack Snyder est vraiment un très grand film, posé, qui prend son temps. Il y a des très très belles scènes d'action. J'adore le Batman version Ben Affleck. J'ai toujours aimé le Batman version Ben Affleck, et j'adore Henry Cavill dans le rôle de Superman. On a un Superman en or, mais allez-y, profitez-en, quoi. Faites-lui faire 3-4 films, c'est le moment, quoi. Après, le mec, il va plus pouvoir, quoi. Donc, il faut en profiter maintenant. Dans le genre péloche de super-héros, qu'est-ce qu'on a vu cette année? Suicide Squad, petit bonbon acidulé, signé James Gunn. Tout le monde a aimé Suicide Squad. Moi aussi, j'ai vraiment aimé Suicide Squad. Après, est-ce que c'est un grand film? Non. Bonbon acidulé, c'est-à-dire c'est un petit film qui recycle beaucoup de l'histoire du comics, qui recycle beaucoup aussi d'artifices visuels vus dans des films qui ont bien marché, notamment Kingsman, hein, parce que, je veux dire, quand on fait exploser des explosions de fleurs derrière Harley Quinn, on repense quand même au feu d'artifice sur les têtes qui explosent dans Kingsman, ou des choses comme ça, hein, c'est ce genre de mise en scène. Mais bon, reste un film quand même intéressant, passionnant par moments, que je trouve vraiment bien, les acteurs sont là, c'est vraiment gore, vraiment très gore. J'étais avec mon neveu, dans la salle, j'étais en train de me dire t'es sûr que c'est pour toi ça? Parce que dès le début, je me suis dit ah ouais d'accord, ça charcle. Mais c'est un bon film qui aurait peut-être aujourd'hui plus sa place à la télé que dans les salles de Cinoche, mais ça, je laisse ça à votre appréciation. Moi personnellement, ce genre de spectacle un peu coloré, un peu bis, on peut le voir aujourd'hui à la télé. D'ailleurs, de plus en plus de productions trouvent aujourd'hui refuge à la télé. On pense à des choses comme Kate, avec Mary-Elizabeth Winstead. C'est un film qui aurait pu trouver sa place sur les écrans des salles obscures il y a quelques années. Aujourd'hui c'est du DTV, et puis on pense aussi à des films comme Chaos Walking, le dernier Doug Liman avec Daisy Ridley et Tom Holland. C'est pas si mal, c'est pas extraordinaire non plus, franchement l'artifice dépensé fonctionne pas mal, il y a des bonnes scènes d'action, mais le film est un peu minéral, c'est au final un peu chiant, on va pas hésiter à se le dire, c'est pas fou, et c'est le genre de péloche, vu, revu, re-revu, déjà vu 1000 fois, et je ne vois pas vraiment même l'intérêt de l'avoir greenlighté pour les salles obscures, pour en faire un gros budget, en dehors d'avoir fait signer 2 pointures, 2 acteurs qui ont la cote actuellement. C'était un peu aller au casse-pipe que ce film. Ceci dit, il y a quand même des films, quelquefois, qui ont l'air d'aller tout droit au casse-pipe et qui ramassent quand même pas mal d'argent. On pense à Venom. Que dire de Venom? J'ai pas à vous en parler, hein. Et je ne fais pas partie de ceux qui ont détesté Venom. Je trouve ça regardable, mais en l'état, c'est pas un grand film. Loin de là, et on peut imaginer ce qu'aurait donné le personnage dans les mains de la Marvel, version Kevin Feige. D'ailleurs, dernièrement, les rapprochements entre Venom et Spider-Man version Tom Holland se font de plus en plus palpables, et franchement, il y a de quoi être inquiet. Alors, il y a de quoi être inquiet ou rassuré. On peut se dire aussi que Venom, sous l'égide Feige, s'il arrive à mettre un petit coup de brosse sur le personnage, ça peut donner quelque chose, parce que Tom Hardy est pas mauvais, les effets spéciaux sont plutôt bien, mais bon, on assiste à... Là, je vous ai parlé de bonbons acidulés pour Suicide Squad, là, on est carrément dans le bonbon, le sac de marshmallow, quoi. Et puisqu'on en est dans les super-héros, on ne peut que parler de Spider-Man et de la Marvel. Spider-Man No Way Home, cette année, qui venait conclure un peu la trilogie Tom Holland. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film, on en a parlé sur cette chaîne. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié le fait de faire revenir les anciens Spider-Man. Je trouve que ça fonctionne bien, que ça dépasse un peu le stade de l'hommage poli. Je trouve que c'est très inventif comme film. Alors on peut toujours discuter de savoir si ça aurait pu être plus épique, mieux fait, oui certainement, mais je trouve quand même qu'on sent derrière la patte d'un réalisateur qui est impliqué, c'est vraiment fun, c'est vraiment touchant. Il y a plein de séquences que j'ai trouvé très émotionnelles, que j'ai beaucoup appréciées, et franchement j'ai bien aimé ce Spider-Man. J'ai bien aimé aussi les Eternals. Alors en ce moment, Marvel c'est un peu hit or miss, hein, ça marche ou ça casse. Les Eternals, ça fonctionnait plutôt bien. Alors je l'ai vu une première fois au cinéma, et pour rebondir sur ce que je vous ai dit en début d'émission, sur le fait que les salles de ciné allaient aujourd'hui devoir changer un peu la forme. Le fond, ça c'est l'affaire des films qu'ils vont présenter, mais la forme, c'est déjà de bonnes conditions de projection. Je me suis fait pour la première fois une séquence IMAX 3D à Paris. Bon, c'était en VF, c'est pour ça que j'en avais jamais fait à côté de chez moi. Je regarde généralement les films en VO. J'étais encore une fois avec mon neveu. On a été voir ce film, et franchement, j'ai redécouvert le cinéma avec cette séance. C'était juste complètement dingue. Un IMAX 3D sur les Eternals. J'avais déjà vu le film avant une première fois. Franchement, en le revoyant comme ça, dans ces conditions-là, j'ai halluciné. Les séquences où on voit Harry Shem, il y a quand même tout un tas de détails que j'avais pas perçus, des petits astéroïdes qui flottent autour de lui, il y en a juste partout. Et en 3D, franchement, ça sort de l'écran, et on voit le travail des infographistes aujourd'hui, c'est juste... Mais c'est complètement dingue. Moi, je suis sorti de là, je me suis dit, mais c'est le cinéma de demain, quoi. Vous allez dire, ouais, bah, le mec, il débarque. Mais franchement, une séance comme ça, IMAX,
J'avais fait des IMAX, hein, j'avais trouvé ça vraiment beau, mais là, une IMAX 3D dans de bonnes conditions, mais j'ai trouvé ça mais absolument à tomber. Ceci étant dit, le film est ce qu'il est, je trouve que il manquait peut-être un peu d'ampleur, justement, pour une histoire qui se déroule sur des millénaires. On aurait pu avoir quelque chose de plus ambitieux. Au final, ça reste une histoire très humaine, mais j'ai quand même bien apprécié. J'ai trouvé ça sympa. C'est un bon Marvel pour moi. Tout comme Shang-Chi. Shang-Chi, c'est pas mal. Voilà, on cherche à séduire un peu le public chinois, le public asiatique. Allez, venez à moi, on fait des films pour vous. Sincèrement, je rigole à moitié, mais le personnage de Shang-Chi, moi, j'aime beaucoup. Le film est plutôt réussi, c'est plutôt sympa, j'ai apprécié. Après, ces espèces de films qui débarquent avec les origines du héros, ça commence à me fatiguer un peu, on a déjà vu, bon voilà, il faut passer à autre chose, j'ai envie de les voir dans d'autres circonstances, avec d'autres héros, faire des team-up. Mais j'ai bien aimé Shang-Chi, tout comme j'ai bien aimé Black Widow. Black Widow, c'était un bon film, je savais pas trop à quoi m'attendre, franchement, c'était super sympa aussi, voilà. Ça fait partie des bons Marvel dernièrement. Eternals, qui est quand même un bon film. Shang-Chi, Black Widow, qui sont pour moi des petits Marvel, hein, des petits films, mais qui restent des spectacles rythmés. Franchement, on perd pas son temps, c'est agréable. Voilà, ils continuent à construire un univers. Maintenant, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je trouve que Marvel, sur le petit écran, c'est pas du tout la même chose. On nous avait fait des promesses, hein. On nous avait dit, vous allez voir, on va mettre de l'argent, vous allez avoir du cinéma à la maison, vous allez avoir de l'ambition, de l'ampleur, des grands spectacles, et on a eu WandaVision. Alors là, pour le coup, ça part déjà d'une mésentente, c'est-à-dire que beaucoup de gens considèrent que c'est audacieux. Et j'ai envie de dire, mais les paris, Marvel les a déjà gagnés. Hein. Les paris, ça s'appelait Ant-Man, ça s'appelait Les Gardiens de la Galaxie, ça s'appelait Doctor Strange, voire Iron Man, parce que le premier Iron Man, on rentrait pas par la grande porte. Ça, j'en ai parlé dans une émission sur WandaVision, justement. Je sais qu'aujourd'hui, c'est mal vu de critiquer Marvel. Hein. On peut pas ne pas aimer Marvel. Hein. Comment t'oses dire du mal de Marvel, mais j'ai pas aimé WandaVision. Voilà, j'en ai parlé dans une émission où j'avais si bien réglé l'éclairage qu'on avait l'impression que j'avais plus de sourcils. Mais bon, j'en ai déjà parlé de ça. Pour moi, le pari, c'était Iron Man. Iron Man, c'était un vrai pari. C'était pas le héros que tout le monde connaissait. Aujourd'hui, tout le monde connaît Thor et Iron Man. Mais à l'époque, c'était pas le héros premier plan. Et les paris encore plus difficiles à gagner, c'était quand même Ant-Man, quoi. Faire venir des gens sur un héros qui se transforme en petit bonhomme, quoi. Franchement, on est dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Doctor Strange, un sorcier, c'était pas évident. Et les Gardiens de la Galaxie, pareil, le pari était loin d'être gagné. Donc quand on vient me parler aujourd'hui d'audace, Marvel, ils tentent des choses, je vais dire, ouais, mais ils les ont déjà tentés, ils ont déjà gagné le pari. Maintenant, ils en sont au stade où ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent sortir un plan fixe de 10 minutes, et puis voilà, les gens iront quand même au cinéma. Donc le pari est déjà gagné. Mais quand on nous promet monts et merveilles, parce que là, la liste de production Marvel pour le petit écran ou le grand écran est longue comme le bras, voire comme l'épaule, comme tout le corps tout entier, et qu'on voit arriver WandaVision, un sitcom. Bon, j'en ai parlé en long, en large, en travers, mais je trouve pas que ce soit bon, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui ont... Leur avis est respectable, bien sûr que c'est eux qui ont raison. Ils pensent ça. Tant mieux si des gens ont pris du plaisir devant WandaVision, mais moi, sérieusement, je me suis ennuyé. J'ai trouvé ça super chiant, et quel manque d'ambition, quoi. Je trouve pas ça audacieux du tout. Franchement, faire un sitcom, 4 épisodes de sitcom, quoi, mais vraiment de sitcom, quoi. Qu'on essaye d'emballer comme si c'était très bien pensé, moi ça m'a pas plu du tout, pour moi c'était complètement ridicule, et dans une certaine mesure, j'ai pas aimé Loki non plus. Je veux dire, c'est pas ma vision du personnage, j'ai pas aimé Loki, je me suis ennuyé, et ça c'est pas... On peut me dire ce qu'on veut, on peut me dire, ouais, tu l'as pas apprécié, t'as pas apprécié... Peu importe, je me suis ennuyé. Je veux dire, j'ai vu le film, enfin la série, parce que finalement c'est ni plus ni moins que des films, des grosses productions qui au final avoisinent les 3h30, 4h. Je veux dire, j'ai vu Loki, je me suis ennuyé, le personnage est ridiculisé, on dirait encore une fois un pantin, il y a des trucs faits pour faire marrer, tu sais, on est dans une autre dimension avec une coccinelle, enfin une petite voiture là, moi, j'ai pas aimé, j'ai vu venir les péripéties à 3 km en amont, j'ai pas trouvé que c'était très très magnifique visuellement, même si c'était pas complètement foiré, hein, c'est plutôt réussi d'ailleurs même, c'est pas trop mal, il y a des épisodes qui m'ont un petit peu emporté, mais globalement, je me suis ennuyé. Et c'est marrant parce que quand je vous parle de Hit or Miss, je vous parle vraiment de ça, parce que dans le même temps, il y a Falcon and Winter Soldier, et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel, parce que ça prend les thématiques qui avaient été développés dans les Captain America et surtout dans les Avengers, avec Thanos, le blip et tout, et ben ça prend ces thématiques-là et ça les exploite à fond, et ça base son histoire là-dessus. Alors après, il y a des réflexions à avoir sur toutes ces thématiques-là, mais vraiment, le film pose au moins ses bases de réflexion, il y a quelque chose derrière, c'est pas juste on fait de la baston pour la baston, il y a quand même des choses derrière. J'ai vraiment aimé les personnages, la façon dont ils étaient traités, l'héritage de Steve Rogers, enfin, j'ai beaucoup aimé, et Hawkeye, j'ai adoré aussi, même si je limite un peu les qualités de Hawkeye, parce qu'ils ont quand même pillé intégralement Aja et Pulido, hein. Je veux dire, la série Hawkeye,
La série télé a tout pillé à la bande dessinée. Alors, vous allez me dire, c'est adapté d'une bande dessinée. Oui, bien sûr, mais je veux dire, ils ont pris l'arc de Aja Pulido, ils ont pris les méchants, ils ont pris le Pizza Dog, ils ont pris Kate Bishop, ils ont tout pris, et voilà, moi je l'avais déjà lu en BD, donc j'ai eu du plaisir à le voir à l'écran, c'était sympa, mais franchement, ils ont pris les meilleures idées ne venaient pas des scénaristes du show télévisé. Maintenant, il y a quand même d'autres choses qui sont très chouettes, hein. J'ai beaucoup aimé What If, par exemple, même si, là encore, en demi-teinte, parce que je trouve que il y a des épisodes qui sont absolument nazes. Thor qui fait la fête sur Terre, je trouve ça ridicule. C'est fait pour faire marrer. Moi, finalement, ça me fait pas trop marrer, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ridiculiser les héros. Thor, on l'a fait bedonnant. Thor, on le fait en train de faire la fête sur Terre. Voilà, au bout d'un moment, c'est bon, arrêtez de ridiculiser le personnage. J'ai pas été très investi. Et puis à la fin, d'un coup, on ramifie tout avec une histoire. Alors, les What If, à la base, c'est une ancienne série hein, qui prenait ce parti pris. Et si Conan avait foulé la Terre au XXe siècle. Et si Wolverine n'avait pas tué le Phénix Noir, et si, à chaque fois c'est des trucs comme ça, mais c'est une histoire comme ça, qui à chaque fois généralement se terminait assez mal, mais c'est le parti pris, et là j'ai déjà pas trouvé que c'était vraiment une adaptation, enfin j'ai pas retrouvé l'esprit de ces séries, il y avait à chaque fois, il n'y avait pas le petit moment au début, forcément, l'instant T qui changeait tout, c'était un peu fait différemment, et puis à la fin, quand on arrive avec cette espèce de ramification où on va chercher les gens des différentes histoires, bah finalement on fait ni plus ni moins qu'une nouvelle histoire de multiverse, quoi. On fait un Legends of Tomorrow animé, quoi. Alors au niveau de l'animation, par contre, c'est grandiose, hein. L'épisode avec Captain Carter, il est complètement dingue. Je me dis, mais s'il faisait ça à l'écran en prise live, ça serait complètement dingue. J'ai trouvé ça vraiment bluffant. Mais bon, voilà, reste à voir ce que Marvel va faire maintenant. Je pense qu'ils sont quand même dans un petit cul-de-sac, parce qu'il faut pouvoir rebondir après être arrivé sur le toit du monde, parce qu'ils y sont, hein, là, je veux dire, avec les Avengers, ils ont fait un truc tellement énorme. Pour moi, le Infinity War reste un des plus beaux films de super-héros que j'ai pu voir à l'écran. Bah, maintenant, il va falloir reconstituer une équipe, faire en sorte que le public se raccroche à ces personnages. Quand on a balayé Iron Man, quand on a fait partir Captain America... que Hulk, pour l'instant, on ne sait pas trop où il est, bah, il va falloir reconstruire un attachement à ces personnages, ces nouveaux personnages qui arrivent. On n'a plus Black Widow non plus, hein, mais bon, quand on voit la bande-annonce de Moon Knight, on est plutôt rassuré, il y a quand même des choses bien qui arrivent. On peut avoir confiance en Marvel, je pense, pour arriver à nous proposer des projets vraiment audacieux pour le coup. Voilà, et on s'arrête là pour le cinéma, on a pas mal parlé déjà, l'émission tourne, il va falloir... accélérer un petit peu le mouvement. On va voir la partie musique tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a eu cette année? Alors, autant le dire, en 2021, j'ai eu l'impression que c'était un peu moins un déferlement qu'en 2020. 2020, l'année Covid, j'avais pour...